Bien, bonjour. Donc, on va aborder le sujet de l'incidence des rabattements sur la stabilité des fonds de fouille. C'est un enjeu qui s'ajoute à ceux qu'on a déjà pu évoquer au cours de la journée, donc les enjeux réglementaires, l'enjeu technologique sur le choix de la technique de rabattement à mettre en œuvre, l'enjeu aussi quantitatif qui est lié à l'estimation des débits nécessaires pour obtenir un rabattement visé. Et donc celui-ci, l'enjeu de l'incidence de ces travaux de rabattement sur la stabilité des fouilles, alors sans préjuger de la primauté de l'un sur les autres. Alors dès lors qu'on pompe, on génère des écoulements, donc on modifie les champs de pression et on génère des gradients hydrauliques qui induisent des forces et des écoulements qui peuvent entraîner des matériaux et conduire à l'initialisation de mécanismes qui peuvent conduire à la ruine des ouvrages. Donc, ce qui est important, c'est que le système de rabattement qu'on prévoit, il permet, alors certes, de mettre hors d'eau les ouvrages que l'on cherche à réaliser, mais qui permettent aussi de contrôler ces mécanismes d'instabilité. Et donc c'est qu'une fois qu'on a défini un système complet là, de gestion de la nappe stable qu'on est capable de donner une valeur de débit et du coup de dérouler d'autres parties. Alors le guide tel qu'il est écrit, il n'a pas vocation je dirais à faire un cours de mécanique des sols, mais il donne dans un certain nombre de parties, donc à la fois dans le glossaire et dans le chapitre 8.1, des notions élémentaires de mécanique des sols, et il répertorie les mécanismes d'instabilité liés aux écoulements dans les sols qu'il faut avoir en tête et vis-à-vis desquels il faut se prémunir. Donc rapidement, je vais donner quelques éléments qui sont extraits du guide. Et puis on déroulera ensuite un certain nombre d'exemples de projets dans lesquels ces mécanismes d'instabilité ont été importants dans le dimensionnement des projets, ou alors ont pu conduire à des ruines ou des instabilités d'ouvrage. Alors très rapidement, les notions élémentaires qui sont indiquées dans le guide, elles ont pour but là, de permettre à des gens qui ne seraient pas spécialistes au moins d'apprécier, d'avoir les éléments qui permettent d'identifier, d'apprécier les mécanismes. Donc on redéfinit dans le glossaire les éléments, les notions élémentaires de charge hydraulique et de pression interstitielle. On redonne la définition des gradients, des forces d'écoulement. On réintroduit les notions d'équipotentiel ligne de courant, et puis les termes de rabattement et de zone d'influence hydrogéologique. Donc, de manière assez succincte, pour ensuite pouvoir rentrer dans la compréhension des mécanismes qui, elle, est rappelée au paragraphe 8.1 du guide, avec à nouveau des rappels très basiques de mécanique des sols sur la notion de contrainte totale, contrainte effective, et puis une analyse rapide des effets des gradients pour que les non-sachants puissent apprécier ce que les travaux de rabattement induisent sur les sols. Donc en particulier dans les effets des gradients, on cite le cas des écoulements verticaux qui sont à l'œuvre autour souvent dans les fouilles à l'abri d'écrans de soutènement, avec la notion de gradient descendant qui conduit à augmenter le poids apparent des terrains et qui est susceptible de générer comme effet néfaste des tassements. Et dans les cas de gradient ascendant, un allègement du poids des terrains qui peut conduire à une perte de résistance au cisaillement et éventuellement jusqu'à, quand ces gradients sont au niveau du gradient critique, jusqu'à une mise en boulance des sols qui n'apporte plus de butée aux écrans. Donc les autres effets des gradients qui sont cités sont bien sûr l'entraînement de matériaux qui peuvent conduire à la déstructuration des terrains et in fine à des mécanismes d'instabilité de type perte de portance et de butée. Et puis on rappelle aussi dans le guide les éléments importants sur le fait que lorsqu'on a des fouilles finies avec donc des angles, les écoulements ont tendance à se concentrer dans les angles qui sont des points de vigilance pour le dimensionnement des rabattements. Les mécanismes qui sont recensés, repris dans
dans le guide sont en général assortis de commentaires et qui visent à indiquer des dispositions de bonne conception qui permettent de maîtriser ces mécanismes. Donc, premier mécanisme, c'est les ruptures qui sont liées directement aux forces d'écoulement. Donc, l'écoulement ascendant dont on parlait précédemment et qui a été évoqué à plusieurs reprises dans les présentations précédentes, donc qui peuvent conduire donc à un allègement des terrains, donc une perte une diminution de la contrainte effective, une perte de butée et qui peuvent aller jusqu'à la mise en boulance des terrains. Typiquement en pied d'écran ici, et donc conduire à une perte de butée pour un écran de soutènement. Donc ça a été dit à plusieurs reprises, il est fortement conseillé, et c'est écrit explicitement dans le guide, de prendre des dispositions pour en fait, alors, rabattre les lignes de courant, les coucher comme sur la figure de droite, ou en tout cas éviter que se développent des gradients ascendants dans les fonds de fouille, puisque on a quand même, on sait en faire une appréciation par une approche calculatoire, mais ça reste avec un degré de fiabilité relatif du fait de la nature des terrains. Donc, deuxième type de mécanisme, c'est tous les mécanismes d'entraînement de matériaux, donc une érosion interne, qui consiste en un arrachement puis un transport de particules de sol provoquées par les écoulements. Et donc les différents types d'érosion interne sont rappelés dans cette figure qui est extraite du guide, donc les érosions de conduit, les érosions régressives, l'érosion de contact et les mécanismes de suffusion. Et ce qu'il faut avoir en tête, et c'était bien illustré par la vidéo qui a été montrée en tout début de session ce matin par Maxime, c'est que ces mécanismes-là, en particulier les mécanismes d'érosion régressive, sont des mécanismes à développement, je dirais, exponentiel, qui ont tendance à s'accélérer. C'est-à-dire que les pertes de charge se font sur une certaine distance, elles entraînent du matériau, et puis donc le matériau ayant été entraîné, la distance sur laquelle se fait la perte de charge se réduit, et on accélère comme ça le mécanisme. Et donc ça peut avoir une évolution très rapide et déboucher sur des instabilités d'ensemble qui rejoignent les instabilités de type défaut de butée. Les mécanismes d'ensemble autres peuvent être donc des mécanismes de stabilité de pente, des mécanismes de renard solide qui sont bien décrits dans la norme sur les écrans de soutènement, et les mécanismes de soulèvement hydraulique général. Donc ça, ce sont tous les mécanismes qu'il faut analyser quand on se pose la question d'un rabattement. Et puis, un dernier élément, c'est l'effet en termes de déformation. On en a parlé un petit peu à la présentation précédente. Donc, c'est tout ce qui concerne les tassements que le rabattement de nappe pourrait induire sur les existants et les avoisinants. Donc, tout ça, c'est rappelé dans le guide de manière succincte, et les renvois sont faits aux bibliographies détaillées qui permettent à ceux qui souhaitent développer l'un ou l'autre des points de se raccrocher. Alors on va aller sur des exemples concrets. Premier exemple, c'est le projet EOL dans le secteur de la défense. Donc ça, c'est une opération qui a été faite sous maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau. Le maître d'œuvre, c'était un groupe CETEC, avec les sujets géotechniques traités par Terrasol et les sujets liés au rabattement qui étaient donc hydrogéologie et rabattement, qui étaient portés par Antea. En phase travaux, les ouvrages nécessaires au rabattement de nappe ont été réalisés par Cotrasol, et le groupe Vinci était en charge du génie civil. Alors là, vous avez une localisation des ouvrages dont on va parler. Donc c'est le secteur de la défense. Sur ce secteur-là, il y avait deux lots travaux. Il y avait le lot qui est à droite de la séparation ici, qui est le lot qu'on appelait GC Thun, qui comprenait entre autres donc un puits à vocation définitive ici, le puits Gambetta, et puis un tunnel excavé au tunnelier. L'autre lot travaux, c'était le lot GCDEF, donc Génie Civil Défense, à gauche de la séparation ici, et qui comprenait cette fois-ci principalement des ouvrages réalisés en traditionnel. Donc un tunnel un puits travaux provisoire, puis Gambetta, des ouvrages souterrains monotube puis bitube, une gare souterraine implantée sous le bâtiment existant du CNIT, et puis ensuite à nouveau des sections tunnels pour amener progressivement le projet vers le secteur de Nanterre et le retour à la surface. Donc on voit déjà qu'on est dans un environnement
extrêmement bâti, avec quelques bâtis emblématiques du quartier, et notamment le CNIT qui avait une certaine sensibilité, en tout cas la voûte du CNIT qui pouvait présenter une sensibilité vis-à-vis des tassements différentiels. Alors, quel est le contexte géotechnique? Donc, c'est a priori un contexte plutôt favorable. On est dans une boucle de la Seine avec la colline de la Défense. Vous avez en beige et en saumon l'ensemble des formations du Lutétien, donc marne des Caillasses en tête et calcaire grossier en base, qui constitue ici une dalle assez monolithique et continue de bonne qualité, dans laquelle se fondent la plupart des bâtis, donc les IGH et les différents bâtiments du quartier, du secteur. En profondeur, on a la série des sables argileux, argile sableuse de l'Yprésien, avec pour débuter une forte épaisseur sable supérieur, sable de cuise. Et puis entre les deux, on a quelque chose qui est rattaché au calcaire grossier. On a ce qu'on appelait la glauconie grossière, qui est ici présentée en vert et qui constitue un horizon semi-imperméable. Qui vient couper la nappe. Alors la nappe, elle est ici figurée en entièreté bleue. C'est une nappe d'accompagnement de la Seine avec un léger pendage montant vers le centre de la colline de la Défense. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc en statique, en l'absence d'écoulement, la nappe des calcaires et la nappe des sables, elles sont équilibrées. Et par contre, dès lors qu'on vient réaliser des pompages dans l'un ou l'autre des deux aquifères, la réponse de l'autre est décorrélée du fait de la présence de cet horizon semi-imperméable. Donc on voit ici l'ensemble des ouvrages donc du lot GCDF à gauche. Donc on a la gare ici sous le CNIT, les ouvrages souterrains en traditionnel et le puits travaux Gambetta ici. Alors, je vais passer la diapo d'après. Donc, l'objectif ici, c'était de pouvoir travailler à sec dans toutes ces parties excavées en traditionnel. De l'autre côté, pour l'autre lot, on était au tunnel tunnelier, donc il n'y avait pas les mêmes problématiques. Mais là, il s'agissait de travailler à sec avec des méthodes traditionnelles. Donc, on avait besoin de rabattre la nappe. Donc, avec un schéma de ce type-là, avec j'ai plus le pointeur. Donc, comme le profil en long de l'ouvrage est légèrement montant à mesure qu'on va vers l'ouest, idéalement, on cherchait à faire un rabattement qui est une pente avec un cône de rabattement qui suive à peu près la pente de l'ouvrage. Alors, si on se contente de rabattre la nappe dans le calcaire, qu'est-ce qui se passe? Du fait de la présence de cette éponge semi-imperméable, en fait, on rabat la nappe dans le calcaire, mais on ne rabattrait pas la nappe dans les sables. Donc, en fait, on aurait toujours une pression dans les sables qui se rétablirait sur la base, sous la base du calcaire grossier, là, à la base de la glauconie grossière, et qui resterait globalement en équilibre avec le niveau initial de la nappe. Donc en gros, on s'expose à un mécanisme d'UPL, et qui vaut aussi bien pour la gare ici que pour les sections en tunnel et le puits provisoire Gambetta. Donc le but, c'était certes de mettre hors d'eau la partie des ouvrages en traditionnel, mais aussi en fait de décréter ou de décharger la nappe des sables, et avec un déchargement qui était de l'ordre de 10 mètres au maximum au niveau du puits Gambetta ici. Deuxième problématique liée à cette solution de rabattement, c'était l'incidence sur les avoisinants. Donc de nombreux bâtis importants, des IGH et des bâtis emblématiques. Donc la question était de savoir qu'est-ce qu'on allait éventuellement générer comme déformation sur les ouvrages existants du fait de ce rabattement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'entre le puits Gambetta et puis la gare CNIT, on a à peu près 1 km. Donc en fait, le rabattement, le rayon d'action nécessaire, plutôt le cône de rabattement que l'on va chercher à produire, il a une extension d'ordre kilométrique en rayon, donc plusieurs kilomètres en diamètre. Alors, de quoi on a disposé pour concevoir ce rabattement? D'abord, on a ce qu'on a appelé un rabattement ou un essai de rabattement en vraie grandeur qui a été mené pour le puits d'essai sous le CNIT. Donc, en phase avant-projet, il y a un puits de reconnaissance qui a été réalisé sous le CNIT, qui avait pour but d'aller reconnaître les terrains d'un point de vue géomécanique, et qui avait un deuxième but qui était d'essayer d'aller atteindre les sables de l'Yprésien, qui allait devoir supporter des charges importantes liées à la nouvelle gare à créer.
Donc on a, vous avez ici sur la figure, il y a 5 forages qui sont figurés avec des flèches bleues pleines, qui étaient des puits de gros diamètre pour faire le rabattement nécessaire au terrassement de ce puits-là. Ces puits, ils étaient descendus, ils étaient dans les sables et crépinés à la fois dans les calcaires et dans les sables. Alors les conditions de réalisation, vous les voyez sur cette photo-là. Donc on travaillait dans les sous-sols du CNIT avec un gabarit de hauteur limité, donc il a fallu faire des pré-terrassements qu'on n'a pas pu étendre de manière très importante. Donc les puits de rabattement, si je reviens en arrière, ils étaient finalement assez proches les uns des autres. Le puits ici fait 4 mètres de diamètre. Alors, quand on a cherché à rabattre pour le puits d'essai, donc l'objectif c'était de rabattre à 18,3 NGF, c'est-à-dire sensiblement au toit des sables, pour pouvoir les observer sans les déstructurer, sans leur faire perdre leurs caractéristiques. Donc les puits 4 puits de rabattement, il y avait on voit 5 forages, mais il y a un premier puits qui a été raté du fait des conditions d'exécution, donc il était repris un peu plus loin. Et on s'est mis à pomper. Donc malheureusement, on avait besoin d'un débit estimé à 220 m3 pour pouvoir rabattre suffisamment bas. Et bon, du fait d'un certain nombre de difficultés, à la fois de développement, je pense, des puits, et puis de leur proximité qui fait qu'ils interagissaient, les débits pompés cumulés ont été plafonnés à 185 m3, et le rabattement maximal, il s'est arrêté, qu'on a pu atteindre, c'est la cote 20,2 NGF. Donc, un rabattement insuffisant pour garantir la stabilité du fond de terrassement, ce qui fait que le terrassement est arrêté à la cote plus 21, qui était stable vis-à-vis de l'UPL, dans les calcaires grossiers inférieurs. Et donc on n'a pas pu aller observer les sables. Ce qu'on a pu observer, par contre, c'est le rayon d'action du pompage. Alors, on avait un rayon d'action qui était de l'ordre de plusieurs centaines de mètres. Les essais ponctuels, les essais de pompage sélectif qui ont été faits dans le secteur au préalable, de longue durée, ont permis d'estimer les perméabilités des deux parties de l'aquifère. Donc dans les calcaires grossiers, une perméabilité finalement assez théorique, assez élevée de 2 10-4, et une perméabilité dans les sables yprésiens de 6 10-4. Et le rayon d'action du pompage dans les sables de l'Yprésien, il a été estimé à une centaine de mètres pour un puits. Donc la solution retenue pour l'exécution, c'était le pompage dans les sables productifs, donc le sable supérieur et le sable de cuise, pour décharger les sous-pressions et induire un rabattement dans la nappe du lutétien par égouttement de celle-ci vers les sables. Donc on ne pompait pas directement dans le calcaire. Le dispositif, lui, était constitué de 8 puits qui ont été implantés dans le secteur du puits travaux Gambetta, et il y a 4 puits complémentaires qui ont été, dans la solution de base, qui ont été réalisés autour de la gare du CNIT pour faire des compléments de rabattement ponctuels pour pouvoir gérer des approfondissements locaux du terrassement. Le débit estimé en phase d'étude nécessaire pour obtenir les codes de rabattement visés était de 500 m3. Et puis donc on a suivi les niveaux piézométriques par des piézomètres sélectifs qui étaient disposés le long du tracé, et a été mis en œuvre un suivi des tassements, un double suivi, je dirais, ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure. Il y avait un suivi topographique classique, que je dirais qualifierait de local, au vu des rayons d'action attendus pour le rabattement, et puis un suivi par interférométrie radar satellitaire qui avait plutôt une portée régionale et qui dans notre cas, intéressait toute la boucle de Gennevilliers qui est enserrée par la Seine. Et dans les études, les simulations étaient menées par des modélisations en 3D, et on a estimé des rayons de cône de rabattement d'ordre de 1000 à 1500 mètres, et les modélisations géomécaniques menées en parallèle qui visaient à estimer les tassements de surface induits laisser supposer qu'en fait, on aurait des tassements absolus, d'ordre centimétrique, mais au final assez limités, et des tassements différentiels négligeables, parce que les simulations montraient qu'a priori, donc le cône de rabattement étant très étendu et se faisant dans les sables sous une dalle calcaire massive, il y avait assez peu de tassements qui remontaient en surface. Donc le dispositif réalisé autour du puits Gambetta est celui-ci. Vous avez le puits ici, et on avait 8 puits de pompage disposés de part et d'autre. Donc une présentation qui suivra reviendra un peu plus en détail sur la constitution de ces puits et leur réalisation. Et le pompage a été mis en œuvre. Alors, en phase travaux,
Je vais faire un zoom sur le puits provisoire Gambetta, pour lequel on s'est pas mal posé de questions sur les problématiques de stabilité à UPL. Donc c'est un puits qui est réalisé de manière à l'abri de pieux sécants en surface pour traverser le sable de Beauchamp, et qui est descendu de manière traditionnelle ensuite, c'est-à-dire béton projeté et boulonnage radial, jusqu'à son niveau fini, quelque part dans les calcaires grossiers inférieurs. Et puis sous les pieds ne restait une dalle calcaire que de 2 à 3 mètres d'épaisseur. Et donc le niveau de rabattement visé est indiqué ici, un rabattement qui était de la charge qui était visé à 50 cm environ sous le fond du terrassement. Et ce qu'on a estimé, c'est la cote à partir de laquelle ce fond de terrassement, ce reliquat de dalle calcaire, devenait instable. Donc on rabat à 13,50 et dès que la nappe atteint la cote 17, on a le bouchon de calcaire ici qui est instable. En fait, on voit que l'épaisseur de calcaire est assez limitée au regard du diamètre du puits, ce qui fait que pour s'opposer à la sous-pression, on ne peut bénéficier que du poids propre de cette dalle. Donc assez rapidement s'est posé la question de quel est le degré de sécurité, le niveau de sécurité qu'on a quand on travaille au fond sous rabattement. Et notamment, si jamais il y a une panne du système de pompage, est-ce qu'on est suffisamment en sécurité? Donc ce qui a été réalisé, c'est un essai de remontée de la nappe par arrêt de pompage, alors avant qu'effectivement que les terrassements ne soient initiés. Et donc ce que montre cette courbe de suivi-là, c'est qu'en fait, dès lors qu'on arrête le pompage, comme le sable est assez productif, en 10 minutes à peine, la nappe est suffisamment remontée pour atteindre la cote critique de 17. Donc 10 minutes, c'est largement insuffisant pour permettre de mettre en sécurité le personnel. Donc en complément du système de rabattement, ce qui a été mis en place, ce sont trois puits de décharge associés à des colonnes d'équilibre qui permettaient d'éviter la mise en pression sous le radier. Alors, une fois que le pompage a été mis en œuvre, en phase exploitation, enfin en phase chantier, pardon, finalement on a eu, je dirais, assez peu de surprises par rapport aux prévisions. C'est-à-dire que vous avez ici en rouge, c'est le débit cumulé mesuré depuis le début du pompage, là, qui est actif depuis 2017. Et donc on a eu des débits cumulés de l'ordre de 480 mètres cubeurs en pic en début de terrassement. Qui avait pour but de descendre suffisamment le terrassement du puits. Après, on avait un deuxième objectif de rabattement qui était un peu réduit une fois qu'on avait réussi à faire le radier du puits Gambetta. Et donc, les débits cumulés nécessaires au projet étaient réduits et ont été ramenés à l'ordre de 320 mètres cubeurs. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu finalement d'écart majeur entre les prévisions de dimensionnement et puis ce qui a été observé sur le chantier. Et alors, excuserez pour la qualité de l'image, mais donc ça c'est le tracé des isopièces vers mi-mai 2020, où on voit bien qu'on a le creux du cône de rabattement qui se retrouve bien autour des 8 puits de pompage à Gambetta, avec une remontée progressive des niveaux de nappe à mesure qu'on progresse le long du tracé vers le CNIT. Et au niveau du CNIT, on a eu des pompages complémentaires qui permettaient au niveau de la gare du CNIT, de maintenir le niveau rabattu à la cote visée. Et donc on a bien retrouvé, ce que je veux dire par cette diapo-là, le rayon d'action qui était estimé en phase d'étude de l'ordre le rayon d'action du pompage global qui était de l'ordre de 1500 mètres. En termes de suivi de déformation, si on parle des déformations qui sont liées au rabattement de nappe, alors la topographie classique, comme on s'y attendait, n'a pas mis en évidence d'effets liés aux travaux de rabattement, pas plus que le suivi par interférométrie radar. En fait, donc les points suivis sont toujours restés dans une fourchette de plus ou moins 5 mm autour de leur cote initiale. Donc manifestement, le rabattement n'a pas généré de déformation significative. Donc ça, c'est un exemple de chantier qui s'est... Enfin, le pompage est encore actif aujourd'hui, un chantier qui se passe plutôt bien.
Deuxième exemple, toujours sur une opération du Grand Paris Express. Donc ça, c'est un sujet qui concerne un puits de reconnaissance à Boulogne sur la ligne 15 Sud, dans un lot qui était sous maîtrise d'œuvre particulière d'un GEROP avec la géotechnique réalisée par GEOS. Et puis les entreprises Soletanche Bachy, Soletanche Bachy Tunnel et SAD pour la réalisation du puits de reconnaissance. Donc là à nouveau, alors on rejoint les contextes qui ont été présentés par Maxime précédemment. On est en bord pas loin de la Seine, on a des alluvions, de la craie altérée et de la craie saine en profondeur. Et c'est un puits circulaire d'environ une dizaine de mètres de diamètre. Et donc par rapport au schéma que je présentais précédemment, où on avait une éponte semi-imperméable sur éole, en dessous de laquelle on craignait la mise en pression de la nappe, ici on a a priori au niveau du bouchon du puits des terrains qui sont relativement homogènes. Donc on n'a pas identifié en tout cas de niveau en dessous duquel peut se rétablir une sous-pression qui serait préjudiciable à l'UPL. Ce qui était prévu, donc il y avait un terrassement provisoire à la cote -7 qui était stable vis-à-vis de l'UPL. Il y avait un puits de décharge, un puits de rabattement central qui avait pour but d'essayer de contrôler la nappe dans le bouchon de terrain. Ce qu'on voit, c'est que finalement la fiche, alors en tout cas vis-à-vis du terrassement définitif ici, elle est assez courte. Donc il se posait la question de la stabilité de ce bouchon de terrain-là. Et les études ont montré, alors ça c'est des modélisations préalables, ont montré que quand on s'arrêtait à un terrassement à -7, quand le terrassement était arrêté à -7, on avait quelque chose qui était stable, mais finalement l'effet du puits central de rabattement était assez limité. On avait assez vite en fait son effet s'estompait. On retrouvait des gradients ascendants à travers le bouchon qui étaient potentiellement préjudiciables pour la suite des terrassements. Donc il était nécessaire pour contrôler la stabilité de ce fond de fouille, notamment vis-à-vis des gradients et du risque de boulance, de réaliser des compléments de décharge. Donc c'est ce qu'on voit sur cette figure-là, avec des puits, des forages de décharge, qui avaient pour but là, de mailler le bouchon et d'éviter la mise en pression entre la paroi et le drain central. Et c'est ce qui a été simulé sur la figure de droite et qui montre qu'effectivement, grâce à ces drains, on peut repousser les écus potentiels au-delà du bouchon et se retrouver dans un régime de fonctionnement de type hydrostatique dans le bouchon. Et c'est ce qui a été constaté sur le terrain. Donc, sur cette figure-là, vous voyez... alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que il y avait un suivi qui était fait par un piézomètre dans le puits, un piézomètre extérieur et des cellules de pression interstitielle sous les parois, sous le pied des parois. Le suivi ici montre que donc, vous avez le terrassement, l'avancement du fond de fouille en gris. Les suivis par des piézomètres en bleu, c'est le piézomètre qui est dans la fouille, et puis en orange, c'est le piézomètre qui est à l'extérieur. Ce qu'on voit, et puis, pardon, le vert, jaune et bleu ici, c'est le suivi par des cellules de pression interstitielle sous le pied de paroi. Ce qu'on voit, c'est qu'à mesure du terrassement et du pompage dans le drain central, l'eau dans le puits, elle est bien maintenue au fond de fouille. Par contre, il n'y a aucun effet à l'aplomb des pieds de paroi. Donc les cellules de pression interstitielle, elles ont une charge qui est maintenue constante. Et en revanche, dès lors que les puits de décharge sont réalisés, enfin les forages de décharge en overall sont réalisés là, depuis la cote -12, les pressions dans les CPI sont immédiatement cassées et permettent donc d'éviter, montrent qu'on a contrôlé les pressions dans le bouchon et qu'il n'y a pas d'instabilité. Alors maintenant, un exemple qui a trait à un chantier qui était un peu plus problématique, donc sur lequel mes collègues de Terrassol ont été appelés au stade de l'expertise. Donc vous avez ici, donc c'est un chantier une fouille dans le secteur, dans la région de Lille. Le contexte, c'est vous avez ici une voie ferrée sous circulation où les trains passent à 130 km/h. Et puis l'objet, c'est de réaliser un passage inférieur, donc réaliser une plateforme contre la voie ferrée, construire le cadre, et puis ensuite, au cours d'une opération coup de poing, venir le riper sous la voie ferrée.
La solution, c'est un écran en pale planche. La solution, pardon, de soutènement pour descendre jusqu'à la plateforme de travail, c'est un écran en pale planche tiranté. Et la gestion des eaux se fait uniquement par des puisards en fond de terrassement et vers lesquels l'eau s'écoule et depuis lesquels elle est pompée. Donc pas de dispositif profond ni rien. Quand les terrassements ont été engagés, assez rapidement, il y a commencé à avoir des déplacements importants au niveau des parois. Et puis vous voyez l'état du fond de fouille ici. Alors il y a d'autres photos qui sont encore plus impressionnantes où on voit une pelleteuse qui est à moitié embourbée. Il n'y avait plus aucune portance dans ces terrains-là, qui étaient des formations sableuses plus ou moins limoneuses. Et donc quand il s'est agi de rechercher les causes des déplacements de l'ordre de la dizaine de centimètres quand même ici, et du coup des circulations qui se maintenaient en tête pour les trains, mais qui étaient, ils ne passaient plus à 130 km/h, mais à 30 km/h. Donc après, il s'est agi de rechercher les causes en fait de ce défaut, cette rupture d'équilibre. Et assez vite, la question s'est posée de quel était le schéma hydraulique en fiche de la fouille. Parce que il y a une série de terrains sablo-graveleux, sablo-limoneux, potentiellement des horizons plus imperméables. Donc ce qui était mené, c'était une étude paramétrique sur les contrastes de perméabilité qui pouvaient exister en fiche. Donc avec 3 situations. Une situation qui conduit à un schéma hydrostatique avec un élément imperméable en fiche où on aurait des nappes de part et d'autre qui resteraient selon des profils hydrostatiques. Un schéma avec une perméabilité homogène sur la fiche, et puis éventuellement un schéma avec un niveau potentiellement plus productif en profondeur vers l'ancrage de la fiche. Et donc des simulations ont été menées pour estimer l'incidence de l'hétérogénéité des sols au moyen d'un calcul aux éléments finis, avec le modèle de référence qui est ici, et en testant plusieurs configurations. Donc première approche, donc pas d'écoulement, c'est-à-dire qu'on a un terrain imperméable en pied, et on a un régime hydrostatique de part et d'autre de la paroi. Les calculs, bon bien sûr il y a un gradient qui est nul dans le bouchon, et on a des déplacements qui sont estimés horizontaux de l'ordre de 3 cm. Si maintenant on introduit un écoulement, mais avec un milieu à perméabilité homogène, qui était l'hypothèse qui était retenue dans le dimensionnement par le maître d'œuvre de l'opération et par le BE d'exécution, on voit apparaître effectivement un gradient dû aux écoulements de contournement de la paroi, un gradient qui est de 0,28 et les déplacements qui passent à 4 cm. Alors on est à peu près toujours dans l'ordre de grandeur de l'estimation sans écoulement. Et en tout cas, on n'est pas au niveau de déformation observé sur le chantier. Si maintenant on introduit un contraste de perméabilité de 5 entre, c'est-à-dire un terrain en profondeur 5 fois plus perméable que le terrain médian de la fiche, le gradient augmente, atteint 0,60, et là on commence à avoir des déplacements qui atteignent, qui sont doublés par rapport à l'étape précédente, qui font 8 cm. Dernière étape, on rejoint les ratios usuels de 10 là, qui sont retenus pour être représentatifs d'un contraste de perméabilité significatif entre deux horizons. Donc si on a un horizon 10 fois plus perméable en fond de fouille que sur la hauteur de fiche, et le gradient cette fois-ci il atteint pratiquement à la valeur du gradient critique. On a un gradient de 0,85 et les déplacements ils sont cette fois-ci supérieurs à 30 cm et donc tout à fait inacceptables. Et donc le contexte de ce projet-là, c'est en réalité s'approcher plutôt de ce schéma-là. Donc c'est un cas un peu simple qui permet de voir directement l'influence du gradient sur la stabilité des ouvrages de soutènement. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement l'épuisement en fond de fouille tel qu'il était mis en œuvre sur le chantier, il amorce des écoulements verticaux ascendants dans le bouchon qui conduisent à des gradients inacceptables. Les gradients conduisent à une diminution de la contrainte effective qui peut aller jusqu'à la boulance. Donc là, sur ce chantier-là, on n'en était pas tellement loin.
Et donc, ça entraîne une diminution, voire une perte totale de butée et l'instabilité de l'écran. Et donc, on permet de boucler sur les préconisations qui ont été données à plusieurs reprises depuis le début de cette journée. C'est que il faut à tout prix chercher à prendre des dispositions qui permettent d'éviter les gradients ascendants dans les bouchons. Donc soit on met des puits de décharge qui permettent en fait de rabattre les lignes de courant de manière à ce qu'elles fassent de manière horizontale vers les puits de décharge et qu'on ait un régime globalement hydrostatique dans le bouchon, soit on cherche à couper les écoulements par des jupes injectées périphériques, soit par des fonds étanches. Je vais passer la parole à Alexandre pour deux autres exemples. Merci. Bonjour, donc moi je vais continuer un petit peu pour parler des effets des écoulements sur les écrans. Donc on s'est pas mal focalisé sur tout ce qui est fond de fouille, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement quand on va faire des rabattements, eh bien ce que montrait Julien à l'instant, c'est que les lignes d'écoulement ont tendance, on va avoir une nappe extérieure de la fouille qui va créer un gradient descendant côté poussé, et de l'autre côté, eh bien, effectivement, le gradient ascendant que l'on cherche à éviter pour éviter les instabilités. Donc là, c'est une toute petite présentation pour voir en gros les effets de ces écoulements, donc descendant côté amont sur la poussée, et puis après on réattaquera la même chose sur les écoulements ascendants sur la butée. Donc si jamais on voit ce qui se passe quand on a un écoulement descendant le long d'un écran de soutènement, donc en poussée, eh bien, qui dit un écoulement descendant dit que l'on va avoir un gradient de pression par rapport à la verticale qui va être plus faible que le gradient qui est lié à une nappe hydrostatique. Donc ça, si jamais on veut savoir quel est l'effet d'avoir un gradient qui est plus faible que le gradient hydrostatique, eh bien, sur les poussées, on va regarder ça classiquement, comme ce qu'on fait avec les méthodes du coin de poussée de Coulomb. On va isoler un bloc de sol, et ce bloc de sol, on va regarder son état limite de stabilité. Ce bloc, lui, est en équilibre sous l'effet... Alors, comment ça marche ? Il est en équilibre sous l'effet de son poids propre. Il va être en équilibre sous l'effet des forces hydrauliques. Donc on va considérer que notre bloc de sol, en fait, lui, on va le regarder quand on fait un calcul d'équilibre, c'est bien en termes de contraintes totales qu'on étudie les équilibres, sachant que les contraintes effectives, elles ne servent qu'à déterminer l'amplitude des déformations et les résistances au cisaillement. Donc là, on fait un calcul biphasique, on sépare d'un côté les actions de l'eau, de l'autre côté les actions des grains. Donc on a ce bloc de sol qui est soumis à son poids propre, qui va être soumis à l'action de l'eau sur la face de l'écran, donc la partie hydraulique de la poussée, et la réaction de l'eau sur la surface de rupture. Et il est aussi en contact avec les grains qui, eux, vont appliquer une réaction du sol support, plus la réaction, la partie, on va dire, des grains de la poussée. Et si jamais on fait la même chose, mais avec un gradient hydraulique descendant, eh bien, ce que vous voyez, c'est qu'on va avoir exactement le même schéma statique. La seule différence, eh bien, c'est qu'on va avoir des amplitudes des efforts, les amplitudes des forces hydrauliques qui vont être plus faibles. Donc, si jamais on veut résoudre le bilan des efforts, donc ce que l'on sait, c'est que la réaction du sol support, eh bien, vu qu'on est en état de limite d'équilibre, elle forme un angle phi par rapport à la normale à ce plan. Ce qui veut dire que quand on veut regarder le bilan des efforts qui s'appliquent à notre écran, il y a des forces qui sont entièrement déterminées, qui sont les poussées de l'eau, à la fois la poussée de l'eau qui est sur la face de l'écran et sur la face arrière, donc, dont on sait calculer juste en intégrant la distribution hydraulique, donc que ce soit hydrostatique ou hydrodynamique, on sait calculer la résultante. Le poids, on le connaît parfaitement. La réaction du sol support, on ne la connaît pas, mais on connaît son orientation, et de même que la poussée. Donc, en menant ce petit schéma-là, eh bien, on arrive à déterminer quelle est la valeur de la pression du sol. La valeur de la pression du sol, qui est la somme entre la pression des grains sur l'écran, P'A, et la pression de l'eau sur l'écran. En faisant la même chose
avec des gradients hydrauliques verticaux. La seule chose qui va être modifiée dans les deux schémas, dans les deux téléphériques de force, ce sont ça va être les valeurs des pressions interstitielles, des résultantes sur l'écran et du sol. Donc derrière, on a toujours la même condition sur l'orientation de la réaction du sol support et notre réaction aussi des grains le long de l'écran qui sont horizontales. Et en bouclant le téléphérique, on retrouve la valeur de la poussée. Et ce dont on peut s'apercevoir, c'est que la poussée est plus faible en cas d'imprésence d'un écoulement descendant. Donc c'est pour ça que lorsque vous avez des écoulements descendants le long des parois, ce que vous recommande de faire la norme, c'est de négliger l'effet des écoulements descendants sur la face amont de l'écran pour calculer votre poussée, ce qui vous permet d'être du côté de la sécurité. Il y a un cas un petit peu particulier qu'il faut avoir en tête, c'est le cas où vous avez des nappes qui sont inclinées. Donc là, ce qui est représenté ici, ce sont les poussées qui peuvent être calculées dans le sol pour stabiliser les poussées qui sont liées à un talus incliné. Vous avez la valeur de la poussée donc, qui a été ramenée à l'unité pour un talus émergé. Pour le même talus, si on le considérait immergé, donc en faisant un calcul, là le calcul est fait avec un calcul à la rupture, on regarde quelle est la pression qu'il faut appliquer sur le sol. Ce dont on se rend compte, c'est que la pression effective qui permet de stabiliser l'ensemble des mécanismes de rupture est plus faible. Et en revanche, les points qui sont montrés derrière, c'est quand on rajoute une nappe qui est émergée, eh bien, on va avoir une forte incidence de l'inclinaison de la nappe sur la valeur de la poussée. En effet, quand vous allez avoir des nappes phréatiques qui sont inclinées, eh bien, vous allez avoir tendance à réduire les contraintes effectives dans votre talus, et ce qui fait que vos mécanismes de poussée vont avoir tendance à aller chercher beaucoup plus loin derrière. Et donc, vous avez des poussées qui sont plus importantes sur vos écrans. Donc, de manière générale, lorsque vous avez des terrains qui sont horizontaux avec des nappes qui sont horizontales à l'arrière de vos écrans, négliger la présence des écoulements sur la poussée, c'est quelque chose qui est sécuritaire. En revanche, eh bien, si vous avez des nappes qui sont des nappes de talus inclinées, sur un talus incliné avec une nappe inclinée, eh bien, faites attention, le fait de négliger la présence des écoulements va avoir tendance à sous-estimer les poussées que vous allez mettre en œuvre. En butée, donc là, je pense qu'on a eu beaucoup d'exemples tout à l'heure pour parler de l'incidence désastreuse des écoulements ascendants sur la butée. Donc là, ce que je vous représente, c'est tout simplement encore le cas d'un bâtard d'eau, donc qui soumet une dénivellation d'eau de hauteur H et à une hauteur de fiche. Donc effectivement, si jamais on a un bâtard d'eau dans un sol homogène, eh bien, le fait d'avoir une dénivellation d'eau fait qu'on va avoir tout un réseau d'écoulement. Donc là, vous avez les charges hydrauliques le long de votre fouille, avec un écoulement ascendant, là vous voyez ici, le long de votre paroi. Pareil, par un calcul à la rupture, ce qui est représenté ici, eh bien, c'est le coefficient de butée apparent. Donc à savoir quel est le rapport entre la pression maximale au pied d'un diagramme triangulaire et la hauteur de terrain multipliée par le poids volumique. Donc qui revient lorsqu'on n'a pas d'écoulement à la définition de Kp. Et ce qu'on représente là, en gros, c'est quelle est la réduction en fait, du terme de butée lié à cet écoulement ascendant. Et ce que vous pouvez voir, c'est que l'écoulement ascendant a tendance à massacrer la butée. Donc pour une butée, pour un angle qui est avec un terrain avec un angle de frottement de 35 degrés, en considérant des inclinaisons de butée de l'ordre de 2/3 de phi, en l'absence d'écoulement, vous avez un facteur Kp qui vaut à peu près 8. Ce que vous voyez, c'est que dans des configurations où vous avez une dénivelée d'eau qui va être égale en gros à la hauteur de fiche de votre bâtard d'eau ici, donc ce qui correspondrait après calcul à un gradient ascendant qui vaut 0,7, votre butée, vous l'avez réduit par plus de 1,5. Et au plus vous allez avoir tendance à augmenter votre gradient ascendant, au plus votre butée va être massacrée. Donc ça, c'est vraiment
Ok, c'est vraiment le principe qui fait qu'il va falloir, qui conduit les dispositifs qui sont présentés dans le guide, à savoir d'éviter les écoulements ascendants le long des fiches. Donc ce que je voulais vous présenter rapidement, c'était simplement des exemples de problématiques d'écran de soutènement avec des rabattements. Donc là aujourd'hui on a beaucoup parlé de phénomènes de stabilité de fond de fouille et ce genre de choses. Eh bien, il peut y avoir certains cas où des rabattements peuvent être mis en œuvre à la fois du côté de la fouille et du côté amont, justement pour réduire aussi un petit peu les poussées sur les écrans. Donc là, ce que je voulais présenter, c'était le franchissement du canal du Haut-Dic par la M13. Donc c'est le pont canal de 40 ans. Et donc il y a un ouvrage qui permet de passer sous ce canal du Haut-Dic, ici, qui devait être maintenu en circulation. Et donc l'ouvrage est composé d'une longue trémie de 280 mètres, d'un pont canal qui en lui-même fait 85 mètres de long, et dont le point bas est à peu près 10 mètres sous le plan d'eau, et une trémie de l'autre côté. Donc la géologie, c'est une géologie, en fait, on se retrouve avec une nappe qui est subaffleurante, on est dans des marécages, avec en tête, on a les terrains, les tangs du Mont Saint-Michel ici, donc qui sont des terrains, des limons très bien triés, donc qui sont ceux qui créent des sables mouvants et compagnie. En dessous, on a tout un complexe d'argile et de tourbe. Et tout au pied, eh bien, on a un substratum gréseux, ici. Et ce substratum gréseux est surmonté en partie est par des gros sables argileux, ici, liés à un accident tectonique qui s'est comblé. Donc, pour réaliser les terrassements, et notamment les terrassements des trémies, eh bien, ce qui avait été prévu, justement, pour pouvoir limiter et un petit peu, on va dire, optimiser tout ce qui est soutènement, eh bien, c'était de venir réduire les niveaux de nappe du côté amont. Donc, faire des terrassements, là, vous avez la nappe qui est subaffleurante. Et donc, le côté amont ont été faits des dispositifs d'assèchement, d'épuisement, qui ont permis à la fois de réduire le niveau du TN, et aussi de rabattre la nappe, ce qui permettait en fait de limiter les poussées à reprendre par notre ouvrage. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait par le biais d'une rangée de pointes filtrantes que vous avez ici, puis d'une tranchée pour compléter l'action de la première rangée de pointes filtrantes. Le point auquel il faut faire attention, c'est que là, il y a des phénomènes temporels qui se produisent, quand vous avez des matériaux qui sont un petit peu fins. Donc, c'est des choses qu'on a déjà vues dans les rabattements de nappes. Il y a toujours des phénomènes transitoires, et ces phénomènes transitoires sont d'autant plus longs que vous avez des matériaux fins avec des perméabilités qui sont relativement faibles. Et côté fouille, eh bien, il a fallu aussi mettre en œuvre des dispositifs, justement, pour contrôler tout ce qui est stabilité du fond de fouille. Donc, pour la stabilité du fond de fouille, la solution initiale, c'était de venir réaliser des puits de pompage dans les sables argileux à ce niveau-là. Donc, pour venir décharger ici le bouchon qui est formé par les argiles, là vous avez le fond de fouille, et en baissant cette charge hydraulique, eh bien, on avait une sous-pression sous nos argiles qui était suffisamment faible pour qu'elle soit reprise par le poids propre de cette couche d'argile. Et la problématique, c'est que les essais de pompage ont mis en évidence des matériaux qui étaient plus fins que prévu. Donc la solution d'épuisement par des puits éloignés a été remplacée par des gros puits, a été remplacée par des petits puits de décharge. Et donc, si jamais on regarde le fonctionnement hydraulique, donc au niveau de notre ouvrage, eh bien, on a notre ouvrage qui est en pale planche, avec un ensemble d'argile et de tourbes sur des sables argileux. Et le tout est alimenté par un substratum gréseux qui est fracturé. Ce substratum gréseux qui est fracturé va constituer un réservoir de pression, ce qui veut dire que la plupart des écoulements vont avoir tendance à venir depuis le substratum, et que la part qui vient en traversant les argiles de faible perméabilité, contournant la pale planche et revenant au fond de fouille, est relativement faible. Donc, tous les calculs hydrauliques ont été faits de manière simplifiée, en considérant que l'alimentation venait par le bas, ce qui a tendance aussi à maximiser les gradients. Et donc, si jamais on regarde la configuration finale, eh bien la configuration finale en phase travaux, ce que l'on a, c'est qu'on a notre nappe intérieure qui développe
un champ de pression. Là, c'est le champ hydrostatique de la nappe extérieure. Et en fait, ce qui va se produire, c'est qu'on risque d'avoir en fait, une alimentation qui va se produire par là, une paire de charges qui devrait être homogène entre le substratum, qui constitue un réservoir de pression, et le fond de fouille. Et donc là, vous voyez que les écoulements, que le champ de pression qu'on peut calculer en ayant un écoulement homogène est sous la contrainte effective, donc on n'a pas de risque de surpression. La problématique est que dans ces contextes, et notamment là a été mis en évidence des filons sableux qui pouvaient émerger ou éventuellement aller toucher le substratum gréseux fracturé, ces filons sableux qui, eux, permettaient l'application d'une pression qui est à l'endroit où il débouche dans notre fond de fouille. Et donc, là où vous avez votre filon sableux, eh bien, vous avez imposition de la charge extérieure. Et donc, on a des risques d'instabilité du fond de fouille. Et pour régler ça, le principe, ça a été de venir réaliser des drains pour permettre une décharge homogène à l'intérieur. La perméabilité ici, au niveau des drains, est beaucoup plus importante que dans le reste des sables argileux non drainés, ce qui fait que la perte de charge va se produire uniquement dans les sables argileux non drainés. Bon, c'est ça. Ok, bon, alors je vais juste... Le dernier, je m'arrête après cette slide. Donc le principe avec voilà, les rabattements de fond de fouille, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsque vous allez faire ça, eh bien, il faut que lorsque vous allez dimensionner vos ouvrages, eh bien, vos conditions hydrauliques que vous prenez en compte soient cohérentes avec le fonctionnement de votre ouvrage. Donc là, vous avez l'état initial, donc ce qu'on avait avant de commencer les travaux. Vous avez votre charge hydraulique qui est égale à la charge de votre nappe. Derrière, on va terrasser pour mettre en œuvre les drains. Quand on va terrasser pour mettre en œuvre les drains, eh bien, ce qu'il faut noter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a des phénomènes de consolidation. Donc, on va mettre du temps à ce que les pressions interstitielles se dissipent à l'intérieur de nos argiles. Donc, le principe, ça va être de considérer que l'on garde le diagramme de pression initiale et qu'on vient l'écrêter juste sur la hauteur terrassée. La cote de base des drains la cote de foration des drains a été déterminée de manière à avoir la stabilité durant cette phase ici. Derrière, on réalise les drains. Réaliser les drains, ça nous permet de réduire le niveau de nappe. Le niveau de nappe intérieur ici, il est au fond de fouille. Et dans notre zone drainée et dans les sables qui sont beaucoup plus perméables, enfin, dans toute la zone drainée, on retrouve un profil hydrostatique que l'on a un peu appliqué de l'autre côté, vu qu'ici, on a aussi des matériaux qui sont relativement perméables. Et enfin, en terrassant encore, on fait suivre dans les zones drainées notre profil hydrostatique intérieur, en gardant à l'extérieur, dans les argiles, le champ de pression initiale, puisque celles-ci n'ont pas le temps, du fait des phénomènes de consolidation, d'avoir des pressions qui se rééquilibrent. Voilà. Donc bon, je vais m'arrêter là puisque le temps est terminé. Désolé.